Bonjour à tous. Je vous fais du coup un retour d'expérience sur React Native dans le cadre d'utilisation de PlanteNet. Donc je m'appelle Hugo Gray, je suis développeur mobile à l'Institut national de recherche en informatique et en sciences du numérique pour le projet PlanteNet. Et du coup, je commence vite fait sur React Native, qu'est-ce que c'est, juste pour faire une mini intro. Sur le cadre PlanteNet, je vais présenter l'application et les volumes de données qu'on engrange. Et après, je parlerai de React Native en détail. Donc React Native, c'est un framework de développement mobile à la base, mais on peut aussi faire du web avec. On va écrire du coup nos composants en React, donc en JavaScript, pour dessiner les vues, et ces vues-là, elles vont être, et le geste, entre autres, il va être exécuté dans un moteur JavaScript, donc soit Hermès, qui est fait par Facebook, soit JavaScript Core. Et ce JavaScript-là va s'occuper de communiquer avec l'OS dans lequel l'application tourne, pour dessiner des vues natives. Entre autres, ça permet d'avoir des performances qui sont assez bonnes, en ayant un truc en JavaScript qui est moins performant que du code Java de base, quoi. Ok. PlanteNet, de l'autre côté, c'est une application d'identification de plantes. Donc en gros, vous prenez en photo votre basilic et ça vous dit que c'est du basilic. Mais il y a un peu plus que ça derrière, en fonction des espèces, etc. Il y a pas mal d'intelligence qui est faite. Et il y a surtout une partie science participative. Donc en gros, il y a toute la communauté des utilisateurs de PlanteNet qui vont aller sur le site et dire, ok, ben, genre là, l'espèce que tu as mise, elle n'est pas bonne, du coup, ils vont changer la détermination de l'observation. Ils vont fermer des votes. Et on peut aussi dire, si on est entre les deux, si on n'est pas expert, on ne sait pas trop, de dire, ok, genre là, par contre, a priori, c'est pas bon, c'est pas du tout la bonne espèce, c'est pas du tout la bonne famille, mais je ne sais pas laquelle c'est, donc du coup, on peut aussi laisser cet avis-là et dire qu'une photo n'est pas une plante, etc. Il y a la partie Open Data, du coup, toutes les données qui sont enregistrées sur PlanteNet, donc la photo, la position GPS des photos, les déterminations et les votes, ils sont utilisés à, on va dire, deux fins, principalement nos partenaires, donc du coup, qui sont des chercheurs dans différentes études de recherche en France et à l'étranger, et aussi des gérants de parcs, des conservatoires, etc., qui vont utiliser ces données-là pour suivre la biodiversité de leur parc, d'un pays par exemple, ou d'une île, genre la Réunion, etc. Et l'autre partie, il y a 10 millions d'observations, donc une observation c'est plus ou moins une plante, enfin une photo d'une plante à un moment donné, qui sont publiées sur le GBIF, qui est une base de données mondiale sur la biodiversité qui est gratuite. Ce qui fait qu'on est, a priori, normalement, on est le plus gros contributeur d'observation avec l'espèce qui est déterminée par une IA. Et du coup, il y a 800 000 espèces qui sont, enfin 800 000, ouais, il y a 800 000 espèces qui sont déterminées via l'utilisateur qui sont sur GBIF et genre 10 millions automatiquement. Et alors, du coup, on se retrouve aussi à travers le GBIF sur d'autres plateformes comme l'Institut national du patrimoine naturel, donc il y a un gros truc français bien school, mais du coup qui est très utilisé en France. Donc voilà, et du coup ces données-là sont toutes gratuites et vous pouvez toutes aller les utiliser directement. Et tout ça, c'est financé par les instituts de recherche, donc par vos impôts, et par les dons, en grande partie par les dons aussi. Voilà. Du coup c'est assez important que vous faites des dons, normalement c'est censé payer mon salaire à partir de 2 mois. Enfin non, à partir dans 2 mois jusqu'à plus de 2 ans. En chiffres, on a 20 millions d'utilisateurs par an, on a des pics en printemps autour de 600, je crois, 600 000, 800 000 utilisateurs par jour. Donc ça commence à faire un peu, ça fait genre plus 30% par an. Je pense que ça va baisser un petit peu d'année en année, mais voilà. Du coup, ça commence à faire pas mal de volume d'utilisateurs pour une application qui est gratuite en entier, sans publicité, juste avec de l'analytics derrière. Pour ça, du coup, il y a un seul des mobiles, donc c'est moi. Il y a une équipe qui est toute petite. On est, on va dire, deux vrais développeurs en plus de moi qui s'occupent du back et du front équivalent, et des API. Et, enfin, après, des chercheurs machine learning, etc. Tac. Et du coup, React Native, qu'est-ce que ça donne? Donc du coup, ça fait 1 an et demi que je bosse sur l'application React Native. J'ai jamais fait de React Native avant. J'ai fait du React avant. Et j'ai fait du dev Android avant. J'ai jamais fait de dev iOS non plus. Donc ça vous donne un peu de contexte. Et je commence d'abord pour les points négatifs et après ça remonte un peu de niveau à la fin. Donc du coup, il y a pas mal de différences de rendu de vos composants entre Android et iOS. Pourquoi? Alors du coup, vos vues, elles sont décrites comme ça en React Native. Du coup, vous avez une sorte de JSX comme dans React, quoi, mais avec des composants particuliers. Et vous allez décrire vos vues comme ça, avec vos textes, etc. Et vous allez faire une sorte de pseudo-style CSS en objet, donc un peu comme du GSS pour ceux qui en font, etc. En sachant qu'on fait que du displayFlex, mais ok. Et ça, du coup, ça vous permet de décrire vos vues qui vont être interprétées par un moteur de layout qui s'appelle Yoga, qui est développé pour Android et pour iOS et pour web, etc.
Et voilà. Du coup, très bien. Et en théorie, on est censé avoir Yoga qui est développé de la même façon dans toutes les plateformes et nos vues sont identiques. En pratique, c'est pas le cas. Là, du coup, c'est juste une text view, enfin une balise texte, quoi, une text view sur Android. Et du coup, on voit que la hauteur des lignes est différente, la line height. C'est comme ça depuis a priori longtemps, enfin ça a toujours été comme ça et a priori ça va rester comme ça. Bon, ok. Là, c'est les ombres, le truc merdique, mais bien merdique. C'est sur Native, ils ont fait le choix de l'élévation. Donc c'est une propriété qui est native sur Android, qui permet d'afficher des ombres plus ou moins grosses en fonction pour mettre en avant des boutons. Ok, sur iOS, du coup, il n'y a pas d'élévation. Et du coup, on a une propriété shadow qui est utilisée. Et en React Native, ils ont gardé les deux. Du coup, on a l'élévation qui marche que pour Android en React Native et la shadow qui marche que pour iOS en React Native. Genre shadow ne marche même pas sur Android. Très bien, sauf que du coup, on veut afficher une floating action button en bas à gauche, en bas à droite, avec une ombre. Si on met l'ombre, du coup, avec les deux propriétés sur le même bouton, au même endroit, sur le même composant, ça va donner ça, parce que l'élévation va passer à travers l'overflow hidden de son parent, alors que la shadow non. Bref, il y a des choses à savoir comme ça qui sont bien merdiques. Pareil, genre là, juste une border sur un bouton sur iOS et Android, la même chose, le même composant, le même style, et du coup qui ont des rendus différents parce que le Yoga gère ça différemment. Et dernier exemple sur ça, l'exemple de gauche, donc sur Android, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais avoir en production, sauf quand vous testez du coup. Donc du coup, j'utilise Fast Refresh qui va mettre à jour votre application en temps réel en fonction de votre style. Et du coup, Fast Refresh n'a pas a priori les mêmes mécanismes que le composant quand il va vraiment être injecté dans l'application. Ce qui fait que du coup, ça n'arrivera jamais, on est censé avoir un truc vide, genre invisible ou blanc. Et là, du coup, on a un comportement qui est incohérent par rapport à ce qu'on aurait en production. Et du coup, bien tester à chaque fois sur Android et sur iOS, juste le composant, la première fois que vous l'affichez, qu'il est OK. Et pas juste avec Fast Refresh. Du coup, vous pouvez avoir des états incohérents quand vous jouez pour essayer de corriger les problèmes sur Android ou sur iOS parce que le truc est mal foutu, quoi. Ok, donc du coup, si on va afficher une floating action button, donc le petit bouton en bas à droite ici, ça donne plus ou moins ça. Donc du coup, on a un bouton à la fin, à l'intérieur. Avec les children, on passe ce qu'on veut à l'intérieur. Au-dessus, on a un parent qui va juste un overflow hidden pour faire le bras arrondi. Et un border de 1px blanc pour faire la bordure, quoi. Et au-dessus, on va encore avoir une vue parent qui va définir la taille du bouton, mettre le bouton en bas à droite et afficher l'élévation et la shadow pour Android et pour iOS. Et normalement, j'ai envie de dire qu'on devrait faire ça juste avec un bouton en bas à droite, mais on peut pas faire ça en React Native. Pas avec l'ombre comme il faut et un bras arrondi. Ok, point suivant. Du coup, la gestion de la caméra. Alors c'est un peu un chouette technique, mais sur Android, quand vous demandez à l'OS de prendre une photo, donc vous êtes sur PlanteNet, vous voulez prendre une photo de votre plante, il y a un bouton, ça ouvre la caméra. Si le téléphone n'a pas beaucoup de mémoire vive, Android il va destroy votre activité, enfin votre application qui a demandé à la caméra de prendre la photo. Et en même temps, il va garder l'état de l'application de côté, enfin celle que l'application a décidé, pour la réinjecter une fois qu'elle redémarre. Donc, très bien, le mec prend sa photo, il valide la photo. Et une fois qu'il a validé la photo, Android redémarre l'application, passe les paramètres qu'elle a sauvegardés. Et normalement, quand on fait du dev natif, il n'y a pas de souci, on réarrive au bon écran, on reçoit le reste de la photo qui a été prise, et on affiche ça comme il faut. Sauf en React Native. Parce qu'il y a une issue qui existe depuis un an, qui est toujours en triage, qui fait que quand l'application va redémarrer dans ce cas-là, les paramètres de Android, ils sont bien passés à l'activité, il n'y a pas de souci, sauf que l'état de JavaScript, qui est l'état qui est important, qui n'a pas été sauvegardé par l'application, lui, il redémarre comme s'il démarrait d'une nouvelle application, d'un call start, quoi, et il ne sait pas où il était avant. Du coup, on reçoit bien une URL de photo, le JS, il ne s'attend pas à avoir une URL de photo qui arrive, du coup, le truc, il arrive nulle part, et je shrug, quoi. Bon, il se trouve que c'est un problème, a priori, c'est en fonction des terminaux et en fonction des fabricants, ça dépend un peu des cas d'utilisation. Mais du coup, nous, ça nous a impacté, alors j'ai estimé à la louche, j'ai pas les chiffres exacts, mais plus ou moins 2% d'utilisateurs sur Android. Ça fait beaucoup d'utilisateurs qui font des feedbacks et des emails pour vous dire qu'il y a un problème sur l'application, sur 20 millions. Et du coup, la solution, c'est de faire un patch pour les librairies. Et les choses intéressantes, c'est que l'issue est connue, il y a plein d'issues qui parlent sur plein de dépendances sur React Native qui en parlent. D'ailleurs, qui ne remontent pas tous à l'issue sur React Native à la fin, c'est assez marrant. Mais il n'y a personne qui a une solution entre guillemets temporaire, un peu dégueulasse pour passer à côté. Et du coup, ce qui fait que quand je suis arrivé dans ce cas-là, du coup, je suis arrivé à trouver le problème, essayer de regarder comment on peut corriger le problème derrière, pour essayer de faire un patch de la librairie
pour recevoir au moins une URL de photo à la fin et afficher ça correctement. Entre autres, ça marche, on n'a plus de problèmes de ce type-là à la fin, quoi. Ok. Du coup, en parlant de dépendance, il y en a plein qui sont bien maintenus et pour le coup, il n'y a pas de souci. Bon, je vous ai mis quelques exemples, mais surtout, genre Ignactive Firebase. Donc Firebase, du coup, il y a intégré à la Crashlytics et il y a Google Analytics qui vous permet aussi de remonter pas mal d'infos. Et elle est super bien maintenue, il y a des releases toutes les semaines en fonction des bumps, des mises à jour natifs qui sont inhérentes derrière. Il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres, il y a des soucis. React Native Maps. Si vous vous souvenez, Airbnb a quitté entre guillemets, le monde du React Native il y a quelques années. Et ils ont passé React Native Maps en vraiment open source en entier. Avant, ils étaient déjà open source, mais ils ont changé de contributeur derrière. Et il se trouve qu'il y a des bugs depuis 2018. Des bugs tout cons, genre on veut afficher le bouton pour centrer la map sur la position de l'utilisateur. Donc au bouton en bas à droite assez souvent, sur Android. Il se trouve que ce bouton, il ne va pas s'afficher par défaut si vous faites tout comme il faut. Il va falloir réduire la map une fois qu'elle est affichée de 1 pixel pour la remettre en entier. Ça va retrigger un changement de map derrière pour afficher le bouton en bas à droite. Donc c'est un ticket qui existe sur React Native, enfin sur React Native Maps, et du coup il existe depuis longtemps. Pareil, React Native, mais c'est un exemple comme d'autres, mais il y a des différences au niveau de l'affichage des polygones par exemple. Donc du coup, si vous affichez sur la carte de la France, une sorte d'overlay sur la carte de la France, vous affichez des polygones au-dessus de points. Et en fonction de la plateforme, ça va avoir des résultats différents. Un exemple, c'est sur iOS, du coup, quand un des polygones va intersecter un trait des polygones va intersecter l'autre, ça va rien afficher du tout. Et du coup, dans ce cas-là, ça affichera pas la couleur de fond du polygone. C'est dommage. Et un autre exemple, c'est dans un cas, on s'attend à avoir un array vide pour genre un autre polygone qui est vide. Très bien, et c'est censé avoir l'état attendu normal. Si on passe nul à la place d'un cet array vide, ça marche sur Android et ça fait planter l'appli sur iOS. Voilà, et du coup, le truc à savoir, il faut tester à la fin parce que si vous testez pas bien, vous allez avoir des surprises, quoi. Donc, je vous ai mis quelques issues à la fin si vous voulez envie de jeter un œil. Il y en a plein d'autres, mais du coup, il y a la 10.33 a priori qui est assez vieille quand même. Caméra roll. Alors, c'est un point du peu différent de la gestion de dépendance, c'est comment on gère les mises à jour de l'OS. Sur Android 10 et plus, Android a ajouté les scope storage. Donc, en gros, ça contraint en termes de où on stocke les données sur une application. Ce qu'on devrait dû faire depuis longtemps, enfin ce qui devrait exister depuis longtemps et ce qui est équivalent sur iOS qui est depuis longtemps. Il se trouve, c'est comment vous gérez ça. Donc, Creative Camera Roll, son but, c'est de dire à l'OS, OK, j'ai pris une photo, indexe-la pour qu'elle soit disponible dans les autres applications. Donc vous prenez une photo via PlanteNet, hein, vous attendez à ce qu'elle soit visible sur d'applications galeries, sur Slack, sur Twitter, etc. Ce qui n'est pas par défaut le cas. Et du coup, la librairie qui fait ça, elle s'appelle React Native Camera Roll. Son contributeur n'est pas très actif. Du coup, on a deux solutions. On peut soit faire une pull request si tant est que le contributeur à un moment donné la merge, soit du coup développer notre propre module en Java qui va interagir avec le Media Store pour demander à partir de Android 10 et plus à l'OS de bien indexer la photo avec les bonnes API pour que ça marche sur ces téléphones-là. En attendant, du coup, ça fait quand même pas mal de temps que Scope Storage est sorti sur Android 10. L'isseuse sur Camera Roll qui en parle, elle dit il faut ajouter un attribut dans le manifeste pour dire que, en gros, peut être backward compatible. Ce qui fait que, sauf que ça a d'autres inconvénients quand vous mettez à jour votre OS. Il y a le store qui vous fait des warnings maintenant depuis 6 mois, 8 mois, et qui devrait commencer à être un peu plus volant sur les applications qui ne gèrent pas les scope storage assez rapidement. Donc voilà. Les trucs mitigés. En premier, du coup, les mises à jour de React Native. Donc React Native sera mise à jour tous les... on va dire une mise à jour tous les trimestres ou tous les semestres en fonction de leur cycle. Et dans la plupart des cas, ça met genre quelques jours à mettre à jour, et normalement il n'y a pas de souci. Et il y a un outil qui est super bien, qui est fait par la communauté, qui va vous guider, une sorte de diff sur GitHub, une sorte de diff un peu comme sur GitHub, pour vous dire, OK, il faut patcher tel fichier Gradle, il faut patcher telle configuration Xcode avec tel changement en termes de build, etc. Et pour coup, c'est vraiment pratique à suivre et ça marche bien. Bon, il se trouve que dans certains cas, vous avez fait d'autres changements pour une librairie du genre React Native Maps pour que ça build. Et il se trouve que ça fait péter la migration, et bref, en cherchant sur les issues, vous arrivez à trouver, quoi. Et en vrai, ça marche bien, et les mises à jour de React Native se passent toujours assez bien. Et j'ai fait 4 mises à jour de React Native en prod, et il n'y en a qu'une qui s'est mal passée, mais on le savait avant, et elle n'a pas le planté en prod. On l'a chopé avant de passer l'appli en release.
Voilà, et du coup, cette issue-là, c'est un upload d'image. Donc, React Native 0.63, quand elle est sortie, quand on upload une image, c'est même pas une librairie spéciale, c'est juste un upload d'image, ça faisait planter l'appli. Assez violent quand on veut vraiment identifier des images à la fin dans l'application, c'est un peu le cœur de métier. Comment vous faites si vous avez besoin d'une fonctionnalité dans cette mise à jour de React Native et que il n'y a pas de fixe, enfin on n'a pas de visibilité sur les mises à jour mineures de patch de React Native sur ça. Du coup, vous ajoutez un patch package. En gros, c'est une librairie NPM qui va venir au post-install de votre dépendance de votre NPM install, qui va venir modifier votre dépendance dans vos autres modules pour appliquer les changements qui sont, que vous voulez. Donc sur l'issue qui en parle dans React Native, il y a un mec qui a fait un fichier .patch. Vous mettez ça dans votre projet Git, il est commité comme il faut. Et à chaque fois que vous installez vos dépendances, ça va patcher vos nodes modules pour corriger le bug de React Native. Heureusement qu'il y a ça, parce que du coup, les mecs, ils sont pas vraiment le choix, mais je présume qu'ils ont pas mal de problèmes derrière, mais ils ont mis 4 mois à sortir un patch pour ce problème-là. En 4 mois, à la limite, il y a le temps de sortir une nouvelle version de React Native qui a déjà le problème qui est fixé, quoi. Ok. Et alors la partie permission, je pense pas qu'il y ait de façon parfaite de gérer les permissions sur du cross-platform, parce que chaque plateforme a ses permissions qui sont différentes. Si on veut stocker une photo sur iOS, on n'a pas besoin de permissions spécifiques. Entre guillemets, c'est comme si Scope Storage était déjà là sur iOS, et on peut sauvegarder la photo sans souci. Sur Android, il faut gérer les permissions comme il faut. Entre autres, maintenant, il y en a deux. On peut soit écrire, soit lire les permissions, enfin lire et écrire sur le stockage externe. Et du coup, ça se fait assez bien. Il y a une dépendance qui s'appelle React Native Permission, qui est par-dessus React Native, qui va abstraire encore une couche en plus que React Native n'a pas abstrait, et qui vous permet de gérer ça avec des promises tout jolies, ça marche assez bien, il n'y a pas de souci. Mais bref, c'est un peu problématique des fois, parce que du coup, il y a des permissions qui sont que sur iOS, d'autres qui sont que sur Android, qu'il faut gérer en même temps au runtime au même moment, et bien gérer tout ça pour que ça cohabite ensemble. Alors ça, c'est un point que j'ai mis, mais qui peut vous impacter. Nous, ça ne nous impacte pas. Du coup, il y a un bridge. Quand vous passez du JavaScript au natif, il y a un override qui s'ajoute en termes de communication pour passer dans un langage qui n'est pas typé, qui est un peu, enfin, qui est ce qui est, quoi, pour passer au Java. Et il y a un coût minimum pour appeler vos méthodes, et pareil, il y a les retours équivalents. Et ça peut avoir des gros impacts chez vous en fonction de ce que vous faites avec en Java derrière. Il y a plusieurs solutions. Il y a les turbo modules qui sont une nouvelle façon de faire vos modules natifs en React Native. C'est un peu nouveau, c'est un peu plus compliqué à implémenter, mais on a quand même des très bonnes performances qui sont derrière. Il y a le JSI, c'est pas JNI, c'est JSI. Là, la solution, c'est de faire votre librairie en C++. Vous allez exporter les différents types qui sont compatibles avec votre librairie, et vous allez pouvoir du coup appeler votre librairie natif en C++ directement à partir du JS, sans conversion en plein milieu, ce qui vous permet d'avoir genre des librairies de base de données qui vont être synchrones en lecture, en écriture, sans souci en JS. Assez pratique. Et il y a une librairie qui s'appelle MMKV, qui est faite par Alibaba pour une base de données mobile, et il y a une dépendance native à MMKV qui vous permet de faire ça, et du coup les mecs ont fait ça en C++, et on a des performances plutôt bonnes. Et sinon, vous faites des batchs, vous optimisez vos appels, plutôt que de faire une requête tous les 100 millisecondes, vous faites une tous les secondes avec plusieurs infos à la fois. Bref. Ok. Les points positifs. React Native, c'est plutôt stable. Du coup, avant que j'arrive sur le projet, il y a un développeur qui n'avait jamais fait de React, ni de React Native, qui a fait l'application initiale de Plantnet, qui est sortie en 2019. La note était autour de 4.4, elle est restée autour de 4.4 en continu jusqu'à aujourd'hui, on est à 4.6, 4.7. Il se trouve aussi que le mec qui a fait la mise à jour de l'appli, il a mis, je crois, quasiment un an à la faire. Il s'est barré une fois que le truc parce que son contrat finissait. Et pendant un an, il n'y a pas de développeur. Donc du coup, c'est une personne de l'équipe qui est plutôt dev côté web et dev back, entre guillemets, qui s'occupait de faire les gros bugs fixes sur l'application. Il n'y a vraiment pas de mise à jour de dépendance, pas de mise à jour de React Native, etc. Et l'application est restée stable sur tout le long, qui me semble quand même assez encourageant, en sachant qu'il n'y a pas eu de développeur pendant un an dessus l'application, et que le développeur qui était à la base, il était novice sur la technologie quand il est arrivé dessus, quoi. Et en termes de crash, ça donne plus ou moins ça. Donc ça, c'est sur Android. Donc le taux d'application qui ne répond pas, ANR, un truc, je pense, négligeable à ce niveau-là. Il y a un taux de plantage du coup de 0,30%. Ça me paraît OK, on verra après en détail. Sur iOS, du coup, on est largement mieux.
99,92% de crash free, donc c'est 0,1% de crash en gros quoi, sur iOS. Ça me semble plutôt exemplaire. Pour revenir sur Android, le taux de crash des applications médian, on est autour de 0,2 et nous du coup on est à 0,3. On voit que la courbe elle commence à descendre. Je pense qu'on arrivera à un stable au même niveau, je pense qu'en début d'année prochaine. Et ça semble assez encourageant, sachant qu'il n'y a même pas beaucoup d'efforts qui a été fait pour, pas pour corriger les gros crashs troqués, mais les petits crashs un peu plus minoritaires. Il n'y a pas tant d'efforts que ça qui a été fait, et juste en fait, en faisant une passe une fois tous les mois, on peut corriger pas mal de bugs. C'est super pratique à développer React Native. Vous avez l'équivalent sur Flutter, mais du coup avoir du fast refresh quand vous développez, c'est vraiment pratique. Donc du coup, j'ai les composants à gauche, j'ai enlevé des éléments, et on va voir que les éléments en haut disparaissent, donc il y a l'avatar qui disparaît. Sachant que là, du coup, il y a l'émulateur qui tourne sur le même ordi, sur iOS et sur Android, et que c'est une liste. Donc du coup, c'est l'équivalent d'une Cycler View sur Android, et du coup, on voit qu'à chaque fois, les éléments de cette liste se mettent à jour directement, et il n'y a pas de souci, ça marche bien, on peut ajouter du texte, et dans 99% des cas, ça se passe bien, sauf quand Yuga fait de la merde. Ok. Et un autre exemple, du coup, il y avait une nouvelle fonctionnalité qui était la gestion des groupes, un peu comme les groupes sur Facebook dans Plantnet. Il y a une dizaine d'écrans, il y en a 4, c'est des listes infinies avec de la pagination à gérer, avec les erreurs GDR en fonction des requêtes, etc. Ça m'a pris plus ou moins une semaine à développer en tout, en faisant le state sur Redux avec les sélecteurs et les actions, etc. Et en faisant les écrans, les implémentations avec des sections listes et des flag lists derrière. Et du coup, c'est bon à savoir parce que la gestion des listes sur React Native, elle est vraiment bien foutue. Le composant de base de React Native, qui s'appelle les flat lists, il marche bien, il n'y a pas de souci avec. Et du coup, vous pouvez avoir des listes qui vont se recycler donc, sur mobile pour optimiser les perfs. Un élément de liste va être recyclé dès qu'il sort de vue pour afficher les nouvelles données à l'intérieur sans réinstancier les nouveaux objets à chaque fois. Et du coup, ça le gère tout seul, il n'y a pas besoin d'avoir de cas spécifiques pour le gérer. Et du coup, je continue sur les exemples de listes. En termes de performance, ça donne plus ou moins ça. Donc ça, c'est la liste des observations contribuées par les gens. Et il y a le compteur de FPS au niveau de l'UI qui est ici sur iOS, qui en gros dit on est à minimum 57 FPS sur vraiment un scroll assez violent de liste. Et il n'y a rien qui a été fait pour optimiser cette liste. Alors ok, le truc est codé correctement, mais il y a souvent des optis à faire derrière en termes de fuite mémoire, etc. Mais il n'y a rien pour l'instant qui a été fait. Et ça marche assez bien, il n'y a pas de souci derrière. Sur iOS, sur Android à droite, du coup, c'est juste il y a un peu de latence au niveau de l'affichage, c'est le screen copy sur l'ordinateur qui fait qu'on est visuellement on est à moins de FPS, mais le compteur est assez bon normalement. Bon voilà. Ok. Et du coup, React Native, c'est aussi Redux. Donc du coup, quand vous avez une application qui est assez grosse, avoir un state qui est géré de manière uniforme et qui est assez bien découpé, c'est vraiment bien et très agréable à travailler au jour le jour. Mais en plus de ça, du coup Redux pour le state, hein, mais il y a Redux Persist. Du coup, c'est une librairie qui dit en gros, il va prendre une partie de votre state Redux, il va le persister dans l'application, en fonction de comment il gère, du coup, quand il veut, quoi. Ce qui fait que si vous mettez genre vos tokens, le nom de la personne qui utilise l'application, une liste de plantes qu'il a photographiées, etc. dans l'application, dans Redux, quand le mec va quitter l'application, il va revenir dessus. Vos sélecteurs ils vont se mettre à jour tout seuls en fonction du state qui a été hydraté par Redux Persist dans l'application. Et du coup, vous allez revenir dans un truc qui est tout fait, une sorte de base de données qui est toute faite dans l'application, sans avoir d'appel réseau ou d'appel de base de données à faire en plus. Ça marche bien, il n'y a pas de souci derrière, et c'est vraiment pratique au jour le jour, quoi. Bon, après, des détails, mais la librairie pour faire vos appels réseau, vous pouvez utiliser Axios comme vous utilisez côté Node et côté web. Ça permet aussi d'avoir le même langage dans une équipe, de tous faire du JavaScript. Dans le cas où si votre site web il est en Vue et que votre back il est en Node, tout le monde fait du Axios, tout le monde fait du JavaScript et limite vous passez les bouts de code entre fontes et c'est assez pratique au jour le jour aussi. Et bref, vos tests, alors pas la partie React Native des composants en tant que tel, mais tous les tests au niveau de state Redux, des sélecteurs, des actions, vous pouvez gérer ça avec JS, c'est pas de souci, comme des tests unitaires classiques en web, et ça marche. Bon, du coup, il y a plein de librairies en plus, je passe assez vite, mais pour prendre des photos à partir de sélection d'un fichier ou de la caméra, il n'y a pas de souci. Pour les retailler, il y a plein de librairies qui font ça, qui marchent très bien. Pour choper les données EXIF, pareil, ça marche, il n'y a pas de souci. Récupérer les données GPS avec du timeout, il n'y a pas de souci. Stocker les données, donc soit en base de données ou autre type de données, soit manipuler directement les file systems pour stocker, genre vous avez besoin de stocker différents fichiers JSON dans l'application en dur.
Vous pouvez le faire aussi, vous pouvez le faire avec des awaits comme il faut, des promises comme il faut. Ça marche très bien. L'affichage des maps, bon, en dehors des petits problèmes de Reactive Maps, mais ça marche plutôt bien. On peut faire du clustering derrière aussi. Donc si vous avez 10 000 marqueurs affichés sur une map, vous pouvez les regrouper en fonction du niveau de zoom. Et quand vous allez zoomer, ils vont se dégrouper et ça marche correctement. On n'est pas actuellement à 60 fps sur le clustering sur la map, mais ça fait le taf. Afficher des SVG qu'on ne peut pas faire en Android et en iOS normalement, on peut le faire en React Native, c'est assez pratique. Et utiliser les comptes natifs du téléphone, donc login Google, Apple, qui sont natifs au téléphone. Quand vous cliquez sur Login, ça ne vous propose pas un site web pour vous loguer, ça va directement afficher les comptes utilisés et pour sélectionner le bon. La gestion des langues, du coup il y a 33 langues dans l'application Plantnet, il n'y a pas de souci et ça marche. Gérer les deep links, du coup d'afficher un écran spécifique depuis l'extérieur de l'application. Vous pouvez le faire aussi, et la librairie de navigation qui s'appelle React Navigation gère ça comme il faut. Et ok, il y a du dev en plus, c'est normal, mais ça le fait quoi. Et pareil, tout ce qui est machine learning, ça le fait aussi. Donc que ce soit PyTorch ou TensorFlow Lite, vous pouvez le faire. Et un petit détail, du coup, Seek, qui est fait par une naturaliste aux US, l'application est faite en React Native, le code est sur GitHub, et ils utilisent un modèle machine learning pour l'offline qui est en TensorFlow Lite. Voilà, si vous voulez voir, ça donne l'occasion de voir comment il fait une application React Native correctement. Il y a plein d'autres points, je pourrais détailler après s'il y a des questions si vous voulez. Juste sur les tests d'intégration, l'avantage de React Native, c'est que les vues sont natifs. Du coup, vos vues ont des ID, elles ont des labels d'accessibilité comme il faut derrière, ce qui fait que vos librairies style Appium, Whatever.io, etc., elles sont compatibles avec React Native et elles vont permettre de tester votre appli. Ça, c'est un bon point quand même. Et après, sinon, il y a d'autres librairies. Il y en a une qui est faite par Wix, qui s'appelle Gray, qui vous permet de faire des tests un peu plus haut niveau que des trucs avec Appium qui sont vraiment black. On se fout de ce que fait l'application, on va juste appuyer sur les boutons, quoi. Voilà. Conclusion. En vrai, ça marche bien React Native. Ça marche plutôt bien. Enfin, moi, je suis assez content dessus. C'est ma première aussi application React Native. Et alors oui, il y a des soucis, il y a des petits trucs à apprendre en cours de route. Mais au bout du compte, l'application marche plutôt bien. Il n'y a pas tant d'utilisateurs qui se plaignent sur l'application. La note est correcte. Il n'y a pas beaucoup de crash. Ok, l'application a fait 15 MO. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui sont beaucoup plus hautes que ça aujourd'hui. Et voilà quoi. Par contre, si vous ne faites pas du React et que vous n'avez jamais fait de React, faites pas du React Native correctement, faites du Flutter. Il y a une couche d'attraction sur Flutter qui est de dire on ne va pas avoir du yoga et on va moins se baser sur l'OS, qui fait qu'on va avoir notre propre moteur de rendu dans Flutter, qui est normalement pixel perfect en fonction de toutes les plateformes qui supportent, ce qui fait qu'on n'aura pas ces soucis-là de React Native. Et il y a aussi j'en ai pas parlé, mais il y a des attributs de style ou des attributs sur les différents composants, etc., qui sont que pour Android, qui sont que pour iOS. Flutter, à tous les coups, alors j'en ai pas fait en détail, j'en ai pas fait en prod, mais je pense que ce niveau d'abstraction-là, ils l'ont déjà abstrait un peu plus haut niveau, ce qui fait qu'on ne va pas avoir ces soucis-là derrière. Et aussi que Flutter a des dépendances qui sont gérées par l'accord team de Flutter. Il y en a beaucoup plus que ceux qui sont gérés par le Flutter, et du coup c'est assez pratique à gérer, quoi. Un petit détail, je ne vais pas parler aujourd'hui, il y a pas mal de... il y a une grosse librairie sur Flutter, sur React Native, pardon, qui s'appelle Expo, qui est fait par Facebook, donc les mêmes mecs qui font React Native, qui vous permet de corriger pas mal de problèmes et d'avoir une librairie qui est un peu mieux maintenue, au prix d'avoir une librairie de base qui est beaucoup plus lourde et qui va ajouter un gros poids à votre application. Mais concrètement, si vous faites une application React Native, utilisez Expo directement, vous aurez déjà quelques soucis en moins derrière. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo. Olivier? Pourquoi pas partir sur une prolongation de la base? Tu Parce as parlé des 15 mégaoctets, ça m'a fait tilter sur ça. Ouais. Tu peux répéter la question pour les gens sur... Tout à fait. Pourquoi pas partir sur une web app, donc du coup avec la gestion des services workers comme il faut, etc. Donc les PWA, maintenant tu peux les packager pour les mettre dans le store. Tout à fait. Alors c'est un peu moins connu. L'application quand je suis arrivé du coup était déjà en prod. Et moi mon job c'était maintenir l'application et je me verrais mal de dire au mec qui gère le projet de tout refaire, etc. Mais effectivement je pense que c'est une bonne alternative derrière aussi. À voir après, je pense que c'est le même souci pourquoi on fait une appli Android à la place qu'on peut faire une web app, et etc. Enfin, le sujet est assez large, quoi. Je pense pas qu'il y ait bonne ou mauvaise réponse. Question suivante. François? Tu dis d'aller sur Flutter si jamais tu dois faire un choix actuellement. Mais la différence profonde, c'est que si tu
arrives sur une application et que tu as des développeurs JS et que tu dois te taper Dart. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Dart, mais c'est quand même l'apprentissage d'un nouveau langage. À quel moment tu mets le gap entre passer sur Flutter et devoir apprendre de Dart, et à quel moment en fait ça a vraiment un intérêt par rapport à faire du React Native et d'avoir des gens qui connaissent déjà JS et donc ne pas avoir le surcoût d'apprentissage du langage. Ouais, concrètement, si tu n'as jamais fait de React. Répète la question. Ouais, pardon. Je fais ce que je peux. Mais Ouais, attends, c'est vrai qu'elle est super longue. Ok, donc la question c'est pourquoi ça... bénéfice et inconvénients entre Flutter et React Native pour un développeur qui doit apprendre Dart à un moment donné. Concrètement, s'il doit apprendre Dart et qu'il a déjà fait du React natif. Par contre, du coup, si React est quand même un framework, enfin une librairie d'UI avec Redux qui est comme une sorte de framework en tant que tel, quoi, qui est différent à apprendre, qui peut être assez long aussi à apprendre, la courbe d'apprentissage n'est pas forcément claire. Tu peux directement partir sur Dart à ce niveau-là parce que du coup, tu vas apprendre la roue et tu vas pas apprendre juste Redux et derrière. Mais si tu as déjà fait du React ou du Redux, je pense que partir sur React Native, c'est bien. De mon point de vue. Après, moi, je ferais bien du Flutter aussi parce que j'ai envie d'apprendre Flutter. Il y a quand même de plus en plus d'applications qui sont faites en Flutter. Et c'est pas pour rien non plus, quoi. Mais après, les perfs, on a vu que ça tenait la route, quoi. Et il y a aussi des soucis avec Flutter au niveau des perfs. Ça a fait un peu shit show à un moment donné, il y a quelques mois. Et en termes d'animation, il y avait des soucis d'animation et de FPS sur les différents terminaux. Et du coup, bon, c'est aussi pareil. En fait, je pense que chaque framework cross-platform a ses inconvénients. Voilà, quoi. Mais par contre, effectivement, faire du JavaScript dans une équipe où tout le monde fait du JavaScript, et les développeurs peuvent passer d'un projet à l'autre, enfin, en vrai, c'est trop bien, quoi. C'est le ratio pourcentage. Je suis d'accord que Flutter a l'air d'être une meilleure solution. À quel point, tu vois, le moment où ça vaut vraiment le coup. Non, mais ça, c'est parce que tu fais des cours sur des PWA, c'est bon, on sait que t'es biaisé. Oh. Ok, bon. Faites des dons aussi. Question suivante, si vous en avez. Vas-y. Est-ce que vous avez partagé du code React avec le front? La question, c'est est-ce qu'on a partagé du code React avec le front? Non, est-ce que vous avez Ouais, exactement, j'ai bien compris. Ouais, du coup, partager des bouts de composants, etc. Non, la réponse. Genre 0. 0, 0, quoi. Concrètement, il y a des fois des petits bouts de code, genre sur la gestion du GPS pour récupérer les données et passer les données EXIF côté client, qu'on va se passer de l'un à l'autre, mais du compte assez peu, parce que dans tous les cas, l'application était déjà là avant et on va dire on pourrait, mais du coup, il y a aussi le front côté web est totalement différent de l'appli mobile. C'est pas les mêmes besoins, c'est plus des professionnels qui vont être derrière. Et du coup, il y a pas mal de composants qui sont assez spécifiques. L'UI, l'UX est vraiment très différente. Donc voilà. Mais oui, on aurait pu et on devrait sûrement à un moment donné, quoi. J'ai envisagé de passer sur Expo à un moment donné quand je suis arrivé sur le projet. Il y a des chances que je le fasse à un moment donné. Pour l'instant, je ne vois pas les avantages que j'aurais à passer sur Expo, sachant qu'il y a pas mal de librairies chez Apache que je connais bien maintenant et que je connais les problèmes et les inconvénients qu'elles ont. À refaire, je ferai une application en Expo directement plutôt que partir sur des dépendances externes spécifiques à chaque fois, quoi. Clairement. Sachant qu'il y a des bugs qui sont déjà corrigés sur Expo. Ça se trouve, je passerai sur Expo l'année prochaine, je sais pas. Je pense que je passerai d'abord sur TypeScript avant de passer sur Expo. TypeScript. Avant de passer sur Expo. C'est une librairie, fallait écouter. Non, c'est le. Non, mais je suis intéressé de justement. Là, tu compares littéralement un langage vis-à-vis d'une librairie. Ouais, Expo, en gros, ça remplace une bonne partie des dépendances qu'on a dans l'application pour gérer les fichiers, pour gérer un caméra roll par exemple, pour gérer les photos, etc. Et du coup, c'est Facebook qui a fait la librairie. C'est une sorte de wrapper au-dessus de React Native avec plein de librairies et un système déjà un peu plus abstrait qui va moins avoir de trucs spécifiques à l'OS et à la plateforme d'ailleurs dans laquelle on est. Vas-y. La question c'est est-ce qu'il y a un besoin de faire du dev natif spécifique, donc de passer sur du Java ou du Swift pour certains composants ou certaines features sur l'appli. Là, pour corriger les bugs sur le camera roll, donc le scope storage, j'ai fait un truc de 15 lignes en natif qui le gère.
Et j'ai pas fait la partie iOS parce qu'on s'en fout, enfin le bug était que sur Android. Oui, donc la réponse, on en a fait. Et de manière différente, je travaille sur la partie offline de l'application, donc du coup d'exécuter un modèle de machine learning en PyTorch dans l'appli. Pour ça, du coup, on a besoin aussi, une fois qu'on a passé l'image à reconnaître de la plante au modèle, le modèle nous sort une liste de score, et derrière, il faut récupérer le nom de l'espèce et parser tout ce bousin pour récupérer une liste d'observations avec des scores à chaque fois, quoi. Enfin, une liste d'espèces. Et ça, du coup, il y a quand même pas mal de données à lire. Il y a genre un JSON qui fait, à la base, qui faisait 30 MO. Foutre ça en mémoire en JS, ça se fait, mais je ne le ferai pas de manière saine. Et du coup, c'est aussi plus lourd. Du coup, là, on est passé en flat buffer. Du coup, il y a les librairies en flat buffer qui sont en Java. On a un fichier de MO à la place de 30 à télécharger. Et derrière, du coup, on va juste récupérer une liste d'index à récupérer dans les objets qu'on veut directement en Java. Et Java va retourner un JSON stringifié qu'on peut lire directement en JS, quoi. Donc ça se fait. Il faudra faire l'équivalent sur iOS une fois qu'on s'en occupera, quoi. Mais normalement, il vaut mieux essayer de pas en faire, quoi. Parce que c'est toujours un bout de code à maintenir en plus. Et c'est relou, quoi. Enfin, voilà, quoi. Moyen de code mis en sport. Question suivante. Ah, vas-y. Dernière question. Est-ce que vous utilisez Ok, est-ce qu'on utilise un outil pour publier automatiquement l'application sur le store Android iOS? Non, je fais ça à la main comme un pecno. Correctement, c'est plus s'il y a limite de budget. Du coup, alors, on a un Jenkins à l'INRIA. Ça me fait clairement chier de faire du Jenkins. Du coup, il y a... T'es en colère. Non, mais du coup, il y a... Je peux pas te laisser dire ça, tu dis ça parce que t'es en colère. Non, mais pour le dev mobile... Disponible pour des missions de consulting. Non, mais du coup, il y a Blue Ocean sur Jenkins qui marche bien et qui permet de committer vos fichiers de build un peu comme on retrouve sur GitHub et sur GitLab directement. Donc ça, c'est cool. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus galère à gérer en termes de configuration de build que d'autres outils, style, j'ai oublié le nom, Bitrise, ouais, genre style Bitrise, des CI mobiles qui sont spécifiques à ça. Et puis même après, on pourra avoir d'autres outils plus natifs en mode, j'ai oublié le nom, le truc qui est sur iOS à la base. Mais bref, il y a des briques qui existent qui permettent de gérer ça, donc je fais ça à la main. En vrai, ça prend pas tant de temps que ça. Juste sur la partie sur iOS qui est vraiment bien relou à publier, quand on fait une mise à jour sur iOS, il faut ajouter l'échange log dans toutes les langues. Donc les 33 langues à gérer. Bref. Question suivante. Bah, du coup, en vrai, il y a une mise à jour de l'appli tous les mois et demi. Ce qui fait que du coup, c'est un truc qui me prend une demi-heure par mois à faire. Et du coup, ça me semble acceptable en tant qu'overhead derrière, quoi. Dernière question, est-ce que c'est compatible avec les téléphones? Alors, la question c'est est-ce que c'est compatible avec les téléphones pliables et du coup les écrans pliables. Je regardais tout à l'heure, pendant que Olivier faisait son talk, il y a quelques API qui sont disponibles. Concrètement, vous n'allez pas faire des miniaturises en React Native. Et je pense que c'est très expérimental en React Native. Genre, je ferais pas du React Native pour gérer les écrans pliables. Ça bouge pas assez vite, quoi. Question suivante. Pas de questions. Bah, du coup, dernier point. Si vous faites des dons, du coup, vous aidez à payer mon salaire et à ceux de mes collègues bientôt. Merci.